Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Aujourd'hui, 6 septembre 2019, était date d'ouverture du procès le plus attendu de ces 30 dernières années dans l'histoire judiciaire du Cameroun. Le professeur Maurice Kamto et 88 co-accusés comparaissaient devant le tribunal militaire de Yaoundé. Ils sont jugés pour insurrection, hostilité contre la patrie, rébellion en groupe, incitation à la révolte, entre autres. Après avoir passé 7 mois à la prison principale de Yaoundé, le juge militaire a renvoyé le procès Maurice Kamto au 8 octobre prochain, après le malaise dont a été victime Christian Penda et Koka. Conseiller du professeur Maurice Kamto lors de la présidentielle d'octobre 2018. Le procès du professeur Maurice Kamto intervient une quinzaine de jours après la condamnation de Sissikou Ayouk Tabé à la peine perpétuelle. Et qui reçoit, c'est tout à l'heure la grande édition d'information présentée par Nadine Yambour. Tout de suite après, ce sera le débrief. Madame, monsieur, tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Procès Kamto et alliés comme Sissikou Ayouk et compagnie. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Emmanuel Foumon. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Serge Alain, bonsoir chers co-panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà Emmanuel Foumon, vous nous venez comme ça de la Belgique, la diaspora. Oui, bien entendu, cette diaspora qui doit désormais compter dans les affaires du Cameroun, dans les affaires de la nation, cette diaspora qui crie corps et âme tout le temps, à être pris en compte parce qu'elle regorge de nombreuses potentialités. Cette diaspora qui a une demande assez multidimensionnelle à l'égard de notre gouvernement, cette diaspora qui demande un mieux-être pour tous les Camerounais, cette diaspora qui veut être écoutée, qui demande à revoir son statut et tout. Ok, on parlera de la perception de la diaspora par rapport à cette affaire du côté de la Belgique. Guillaume Fongan, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder cette émission de qualité. Je voudrais ce soir avoir une pensée pour les populations de Mbanga qui viennent de terminer douloureusement la première semaine de la rentrée scolaire et qui souffrent le martyre avec les déplacés de la crise anglophone, où le taux d'insécurité a atteint son pic et qui, de manière stoïque, prend du plaisir à regarder cette émission qui force admiration et respect. Voilà, Guillaume Fongan, bienvenue d'être là ce soir. Au plaisir. À côté de vous, Joseph-Marie Elundou. Bonsoir Joseph-Marie. Bonsoir et merci pour l'invitation. Voilà, vous êtes là une fois de plus ce soir. Hein. Une bonne l'actualité. Vous avez beaucoup de choses à dire ce soir. Mais je suis surtout très triste pour l'Afrique. Oui, par rapport à ce qui se passe en Afrique du Sud. Ce qui se passe dans les deux grandes puissances africaines. Nigeria et l'Afrique du Sud, et qui me laisse effectivement très songeur sur l'avenir du continent. Oui. Où on prend un malin plaisir à installer la violence au quotidien. Même là où il n'y a aucune raison de faire la violence, on retrouve la violence. Et ça, c'est symptomatique d'une Afrique vraiment malade, lorsque c'est les deux grandes puissances africaines qui s'affrontent sur des questions raciales, tribales. Cela nous paraît quelque peu... Peut-être une question de leadership. Oui, je veux dire que même si c'est le leadership, il y a peut-être un problème de civilisation désormais qui commence à se poser. Est-ce que les gens aujourd'hui ont vraiment le niveau qui permet d'affronter les défis du futur? Est-ce que finalement ces batailles intestines entre les villages, entre les tribus, entre les couleurs ne sont pas de notre âge? Est-ce qu'on ne devrait pas davantage songer à partir vers une humanité universelle où l'homme est d'abord respecté pour les valeurs qu'il incarne et qu'il représente? Voilà, je suis un peu triste depuis quelques jours et ça me laisse vraiment pas serein du tout
par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qu'on va essayer de développer autour de ce débat ce soir. Voilà, il a fait le déplacement, il était à Yaoundé pour les besoins de la cause. Il est de retour à Douala, lui c'est Footing Zodjou. Bonsoir Footing. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes co-panélistes et surtout au peuple camerounais qui regarde actuellement cette émission. Voilà, Footing, je le disais, vous étiez à Yaoundé ce matin, vous êtes de retour à Douala. Qu'est-ce que vous avez vu ce matin du côté du tribunal militaire de Yaoundé? Oui, déjà, il faut noter d'entrée de jeu que la demande des accusés a reçu une faveur. Ça veut dire que la salle était ouverte. Donc l'audience était publique comme j'ai demandé. L'audience était publique en partie, même si certains de nos avocats ont souligné que 70% des sièges étaient occupés par des hommes en tenue déguisés en simple public, donc en civil. Comment vous l'avez su? Je dis ça, c'est une des déclarations de l'un de nos avocats et non mes propres déclarations. Donc c'est lui qui prend la responsabilité, c'est lui qui sait le pourquoi. Et il faut quand même dire malheureusement qu'une bonne partie de la population était refoulée. Ils ne pouvaient pas rester dans les enceintes du camp militaire. Ils ne pouvaient non plus rester aux alentours du tribunal et même jusqu'à 300 mètres les gens étaient poursuivis. Moi-même, j'ai fait l'objet de beaucoup de poursuites et jusqu'à 300 mètres également, on a procédé aussi à beaucoup d'arrestations. Arrestation encore ce matin? Oui, ce matin, devant moi, j'ai vu 3 arrestations, parmi lesquelles le secrétaire national en charge de la communication. Il partait intervenir pour un militant ou du moins pour un compatriote qui avait déjà été arrêté. Une fois, on les a embarqués. J'ai aussi vu une personne qui s'est fait blesser, il coulait par les narines. Ce sont des choses que j'ai vues, non ce que j'ai entendu. Et on peut noter également avec beaucoup de tristesse que les médias ont été en partie refoulés. Nous avons vu dans la salle la présence de 2 ou 3 médias maximum et d'autres médias ont été interdits d'accès. Et ce ne sont pas des médias qui ont une importance à simplifier sur la scène médiatique camerounaise. Et il est peut-être temps pour nous de penser que la presse camerounaise mérite d'avoir un peu plus de respect, un peu plus de considération, parce qu'un procès du genre, je pense que la presse devrait être présente. On ne devrait pas sélectionner sans raison les médias qui doivent pénétrer à l'intérieur du camp militaire et refouler les autres d'un revers de la main. Déjà, d'ailleurs, même certaines presses internationales ne pouvaient pas avoir accès dans le camp militaire. On doit un peu traiter cette presse avec un peu plus de respect et de considération. Donc, pour ce qui est de l'intérieur de la salle, le procès aux environs de 12 heures a été suspendu pour quelques minutes suite à un incident qui est un malaise qu'a subi le conseiller du président Maurice Kamto, M. Penda Ekoka. Et nous pensons que ce malaise a été voulu parce que la pression que subissent ces personnes depuis leur arrestation et les conditions d'incarcération sont venues s'ajouter à la salle qui était déjà très étroite, qui était très étouffée, parce qu'on ne peut pas expliquer qu'une salle d'environ 100 places va juger 90 personnes, une centaine d'avocats, sans compter les curieux, les gendarmes, les gardiens de prison, ainsi que les magistrats qui étaient dans la salle. Donc l'ensemble de tout ceci, il fallait justement avoir des cornes respiratoires des militaires pour supporter cet étouffement, parce que la salle elle est très moins aérée, elle est également très moins ventilée, et c'est peut-être sur le coup de tout ceci que le conseiller Penda Ekoka a eu un malaise, et nous pouvons même croire que ce malaise a été voulu, parce que vu ce qu'ils ont subi déjà depuis leur arrestation jusqu'à aujourd'hui, et ce que nous avons également constaté après le malaise, c'est que il n'y avait pas déjà d'infirmiers pour les recevoir. Il n'y avait que ce sont 2 de nos militants, déjà eux-mêmes sur le banc des accusés, docteur Kwam et docteur Oko, oui, qui sont venus rapidement secourir. Sinon, le pire même serait arrivé, parce que les infirmiers sont arrivés 10 minutes
après, et justement, je vous le dis, sans brancard. Et il faut également rappeler qu'il n'y a pas d'infirmerie dans ce camp militaire pour accueillir les civils, ce qui démontre à suffisance que ces infrastructures n'ont pas été mises sur pied pour accueillir des civils. Donc c'est un tribunal typiquement militaire, vu la salle qui est étroite, vu les conditions d'aération, de ventilation. Et nous ne pensons même pas que c'est exagéré, que ce qui est arrivé au président Pende Koka peut être même considéré comme une tentative d'assassinat, pas des méthodes, je dirais, camouflées, parce que ce régime nous a déjà habitués à cela, parce que sortir des personnes de la prison dans des conditions que nous connaissons, les accueillir dans une salle aussi étroite, les obliger à se serrer sur des tables bancs comme des enfants dans la région de l'extrême nord en classe du cours préparatoire. Et puis quand le malaise arrive, il n'y a pas d'infirmier pour les recevoir. Imaginez que nos 2 docteurs, eux-mêmes seulement des accusés, n'étaient pas présents. Peut-être le pire serait arrivé. Guy Fongan, je vous ai vu prendre des notes. Qu'est-ce qui se passe? Bon, non, donc je suis un peu surpris et en même temps, je vais dire que embêté par le discours de Fautine. Je voudrais qu'on évite la surenchère. Et je comprends le côté empathique de son récit, ce qui est normal. Donc, quand il parle de tentative d'assassinat, de malaise au voulu, bah, ça me semble un peu, je crois que c'est un peu... Je dis qu'il ne serait pas exagéré de le dire. Oui, il faut pas lire sur les lignes. Pourquoi je le dis? Je le dis que c'est forcé un peu le trait parce qu'il y a comme une sorte de... Depuis quelque temps, depuis que cette crise, depuis l'élection présidentielle, il y a comme une tendance à grossir les faits et à recruter des militants dans chaque prise de parole que les uns les autres font dans l'espace public. J'ai encore en mémoire la fameuse marche du SDF le 23 janvier. Je me retrouve dans le feu de l'action où il y a 2 reporters, justement, je crois que j'étais avec Dala Tchana et Jean-Paul Chouniat. Au même instant, il y a une information qui circule, qui fait le tour des réseaux sociaux, qui fait croire que Jean-Paul et Dallas ont été brutalisés et amenés vers une station inconnue. Bizarrement, Jean-Paul Chouniat et Dala Tchana, oui, d'Equinox Télévision. Ce même jour-là. Equinox Télévision. D'Equinox Télévision. Comme par hasard, nous sommes tous les 3 ensemble. Bizarrement, nous sommes tous les 3 ensemble en train de discuter de manière très conviviale avec les policiers, notamment le commissaire Méfiré, pour ne pas le citer. On est tous surpris, chacun, en lisant son téléphone, de découvrir au même moment que les gens avec qui on discuté ont été kidnappés. Vous voyez, on s'est tous mis à rigoler. Et on a bien compris que cette tendance que les gens à grossir les faits, parfois ça peut être contre-productif et ce n'est pas ce n'est pas souvent très honnête. Et je pense que nous avons un devoir de vérité et d'honnêteté, même si des fois on peut penser que de manière empathique on peut grossir le trait. Donc, je prends cet exemple pour indiquer qu'en fait il y a cette propension là et c'est comme une tendance lourde que les gens ont des fois à travestir la réalité pour recruter et fédérer les gens autour de leur cause. Non, je pense que cet événement, je veux dire que l'incident, à mon avis, je veux dire que le fait que la salle a été petite, pour moi, c'était prévisible. Oui. On était tous aujourd'hui, à peu près tout le monde pouvait anticiper et savoir que ce procès allait mobiliser un nombre impressionnant de personnes. Ce n'est un secret pour personne. Pour le savoir, il ne faut pas sortir de Harvard. On savait tous qu'aujourd'hui, ça devait drainer du monde. Donc, c'est pas une surprise en tant que telle. Et le malaise de Pinakouka, ça aurait pu survenir n'importe où. Je veux dire que il aurait pu avoir ce malaise n'importe où. Et pour moi, je suis encore convaincu que ce n'est qu'un prétexte parce que il faut être capable de mettre tous les éléments en perspective. Avant que le procès ne soit renvoyé, quelques heures avant, il y a une info qui circule, peut-être 1 heure ou 2 heures avant, comme quoi le procès a été renvoyé au 4 octobre. Et oui, cette affiche qu'on a, que les gens, on a filmé dans le hall du TCS. Pour moi, ce n'est pas banal, ce n'est pas anodin. Et comme par hasard, on s'accroche sur le malaise du Pinec et on renvoie le procès à nouveau. Pour moi, tous ces éléments sont liés. Je pense que c'était une sorte de ballon d'essai qu'on a laissé fuiter exprès pour voir comment est-ce que la population allait réagir et apprécier
la nouvelle. Pour moi, l'incident le malaise de Pénac Kokan n'est qu'un épiphénomène, à mon sens, qui ne peut pas, de manière objective, justifier un seul renvoi du procès. Sauf que maintenant, je peux sortir par un regret en indiquant que peut-être le tribunal militaire le gouvernement, celui de l'État, a perdu, pour moi, une occasion importante de gagner de l'argent, parce que ce procès, on aurait pu vendre les droits de retransmission au nom, oui, mais c'est vrai, au nom du caractère public des audiences. Moi, j'avais imaginé un schéma. Si ce procès, les droits de retransmission avaient été vendus, je vous promets que le gouvernement se serait fait beaucoup d'argent. Et je connais plein de gens, plein de médias qui auraient mis la main à la caisse pour retransmettre ce procès. Et ça aurait été une occasion excellente pour, pourquoi pas, le régime de se faire un peu d'argent pour que le gouvernement, les Camerounais d'ici et d'ailleurs puissent vivre cet événement que toute l'Afrique et le monde entier attendaient. Emmanuel Fomon, permettez. Emmanuel Fomon, une des exigences avant l'ouverture de ce procès de professeur Maurice Kamto et ses co-accusés, c'était une audience publique. Et là, on a suivi Fauting, il dit qu'effectivement c'était ouvert, mais le trop grand plein, le nombre, la capacité de la salle n'a pas pu contenir tout ce monde-là qui s'est dirigé du côté de l'hôtel du Carrefour Intendance à Yaoundé. C'est déjà quelque chose, non? Je crois que le fait d'avoir, comme il a lui-même souligné en tant que membre du MRC, qu'il y a eu un accès à la demande d'avoir une audience publique, ça c'était déjà en quelque soit, par rapport aux habitudes du régime, c'était un petit... ils ont bougé les lignes. Oui. Donc, mais le procès en lui-même, tel qu'il a été préparé, est asymptomatique même du mal-être de la justice camerounaise. Ça veut dire que le tribunal militaire était inadéquat pour un procès aussi historique comme celui de Maurice Kamto. On a pu noter que des journalistes même de la presse internationale étaient conduits depuis le matin. Il y avait un dispositif de sécurité, voilà, et tout ça. C'est assez normal pour un procès d'une telle importance. Mais la question fondamentale reste l'audience, même quand elle aura lieu. Parce qu'ici, il y a eu de l'impréparation. La salle s'est avérée assez étroite pour contenir le nombre de désireux qui auraient voulu assister au procès. Et Guy Fongan a souligné tout à l'heure, une des solutions, c'est de médiatiser, c'est de donner accès aux médias privés et publics qui retransmettent, que le maximum de Camerounais puissent avoir accès au déroulement du procès. Parce que à cette heure-là, ce procès risque de se dérouler dans un stade de football. Voilà. Autant mieux retransmettre, ça permet de décongestionner un peu l'entrée. Quel que soit le lieu qu'on va choisir, la salle, il y aura toujours beaucoup de monde. Et je maintiens que c'est une excellente occasion. Oui. Ces droits de retransmission auraient pu être vendus. Donc ce n'est pas impossible. Quel que soit l'endroit qui va être choisi, il y aura une grosse affluence. Mais je crois que même si on choisit de se procéder dans un stade de football, croyez-moi, il y aura toujours ce genre. Donc je crois qu'il faut peut-être regarder ça de manière différente. Oui, de toute façon, même si on a une salle d'audience disons un stade de football, voilà, de 100 000 places, ce qui est utopique, et qu'on a 120 000 désireux, on a 120 000 spectateurs qui veulent prendre part au procès, on n'aura jamais suffisamment de place. Moi, je crois que la question, c'est que lors de l'audience prochaine, qu'il y ait une meilleure organisation, et je crains simplement que on ne renforce davantage les dispositifs sécuritaires, qu'on ne filtre plus qu'aujourd'hui ceux qui auront accès au procès, et qu'il y ait des dénotations relatives, n'est-ce pas, à la mal-gérance de ce procès-là. Okay. Donc il faudrait que les responsables en tiennent compte et se préparent dès maintenant. Joseph Marie Lundo, sur ce problème, est-ce qu'on peut, comme a dit Guy Fongan, envisager, parce que les gens veulent assister, ils veulent voir, on peut envisager une retransmission à la télévision pour résoudre définitivement ce problème d'incapacité à contenir tout le monde, la salle? Je vois que le marketing politique a pris le dessus sur la justice. Oui. Je vois qu'aujourd'hui, personne ne parle des faits, oui. Personne ne parle véritablement des problèmes qui se posent, mais on pose des problèmes de spectacle.
Parce que là, c'est vraiment spectaculaire ce qu'on nous propose là. Et je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on donne une telle importance publique à ce procès. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce procès finisse. Si on doit condamner Kamto, qu'on le condamne. Si on doit le libérer, qu'on le libère. Je ne sais pas exactement pourquoi l'obligation ou la demande d'avoir des gens qui ne sont ni magistrats, ni avocats, ni assesseurs, qui sont une population qui devrait être au travail, en train de produire pour l'économie du pays. On peut vous répondre, oui. Donc, je souhaite... Non, en disant simplement que c'est au nom du caractère public des audiences, tout simplement. Mais monsieur... Et donc, à partir du moment où on peut compter tout le monde... Monsieur Fonga, c'est une option qui est envisageable. Nous ne pouvons pas continuer une option qui est envisageable. à faire ce que nous faisons là pour un pays qui est dans l'état actuel. Jean-Marie, vous savez je ne sais pas si vous suivez, effectivement. Les gens ont été arrêtés, ont été filmés en direct à 6h, 5h du matin. Est-ce que vous savez que dans ce pays, des gens ont été jugés à huis clos et tués sans qu'on sache où ils sont passés? Est-ce qu'il nous sommes donc dans une logique où, effectivement, j'estime que nous sommes à côté du sujet. C'est-à-dire que l'affaire des gens qui doivent être là ou ne doivent pas être là, la salle d'audience qui est petite ou grande, mais la salle d'audience, ce n'est pas pour le Cameroun tout entier. Supposons que tous les Camerounais veulent aller voir ça. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi exactement? C'est un match? Mais moi, je ne comprends pas. Je voudrais quand même ramener les gens à la réalité. Nous sommes dans un procès à caractère politique. Et nous sommes devant une affaire de débat, de discussion, de lutte pour le pouvoir. De lutte pour le pouvoir. J'ai l'habitude de dire, lorsque vous allez lutter pour le pouvoir, ayez les équipements de lutte. Parce qu'il n'y a pas une lutte de pouvoir qui soit une petite lutte. Donc, sachez qu'en face, vous avez des gens qui défendent leur pouvoir et qui ont les moyens avec lesquels ils défendent leur pouvoir. Ils ont des forces de l'ordre sous plusieurs catégories, première, deuxième, troisième catégorie. Ils ont des magistrats, ils ont des avocats, ils ont un équipement pour défendre le pouvoir. Vous qui venez donc pour arracher ce pouvoir, munissez-vous des équipements nécessaires. Et sachez, moi mon sentiment était que là-dessus, je l'ai dit sur ce plateau, lorsque quelqu'un n'a pas l'énergie ou la force nécessaire d'aller se livrer à ce combat, il faut reculer. Si vous êtes fragile de santé, vous n'êtes pas un bon politicien. Un bon politicien est un homme vigoureux, de santé, solide, intelligent. Un homme politique qui veut le pouvoir, hein. C'est le cas du chef de l'État. Ce qui va vous arriver, c'est que... Est-ce que c'est le cas du président? Monsieur, vous avez un chef d'État en Afrique du Sud qui a fait 27 ans de tôle. 27 ans. Nelson Mandela. Dans quelles conditions? Et qui est sorti de là? Lorsque vous parlez, je ne vous coupe pas, chef Fonga. Vous permettez que je parle. Oui, allez-y. Donc, je pense qu'il est important de dire que... Moi, ce que je constate, c'est que nous sommes devant une situation que nous voulons biaiser. Le Cameroun, notre pays, est dans une situation extrêmement complexe. Pourquoi voulons-nous complexifier les choses? Qu'est-ce que nous cherchons exactement là, dans cette affaire? Nous complexifions les choses, pourquoi? Maintenant, il faut déplacer des centaines de policiers pour aller contenir des foules, de badauds, qui vont aller regarder un procès dans lequel ils n'ont aucun rôle à jouer, en dehors de celui d'occuper les forces de l'ordre, n'est-ce pas? Et ça encore, c'est de l'argent du pays que l'on met, l'argent qui n'est pas déjà suffisamment en place. Donc, vous avez ça. Vous avez cette tendance aujourd'hui à mobiliser une jeunesse. Et je vous dis, monsieur Outou, ce que j'ai dit là, ça ne profite pas seulement au MRC. Ça profite aussi au pouvoir, qui joue aussi sa carte de distraction, où les problèmes de fond ne sont pas posés depuis longtemps. On surfe sur cette vague de politique spectacle, de marketing, qui effectivement sert les grands acteurs. D'un côté, les hommes politiques de l'opposition, de l'autre côté, les hommes politiques du pouvoir. Mais dans ça, est-ce que vous vous rendez compte que les populations ont des problèmes?
et qu'effectivement nous avançons là vers une situation qui va se bloquer. Mais qui profite de cette affaire? C'est important de savoir, de poser cette question. Et qui sont des questions de fond. Mais vous avez juste souligné, pourquoi est-ce que lorsque je parle, vous attendez votre tour? Non, ça me dit quand même. Vous allez prendre la note pour rebondir après. Bien sûr, c'est ça. J'ai réagi quand même quand vous dites que, moi je trouve quand même grave, quand vous dites que le régime, c'est comme si ça devrait l'être. C'est justement ce qui est combattu en démocratie. Vous exprimez comme si vous trouvez normal que l'opposition s'arme en sachant que la police, la justice doit être au service du régime. Bien sûr. C'est le cas des dictateurs. Dans tous les régimes au monde. Non, mais non. Dans tous les régimes au monde. Vous estimez que c'est pour l'État. Il n'y a donc pas l'État, c'est pas le régime. Il n'y a donc pas de justice. Parce que vous faites une confusion grave entre le régime et l'État. Revenons au procès, je vous en prie. Revenons au procès. Justement, Fautine Zodjo, pour vous, ce procès-ci, comment vous l'entrevoyez au MRC? Vos camarades seront condamnés? Au MRC, nous sommes confiants. C'est-à-dire? Nous n'avons pas peur ni de la condamnation, ni de leur relâchement. Si Joseph Marie Lundu veut jouer au dissolvant, qu'il sache qu'il a affaire aux pierres et non à de la peinture. Parce que vouloir demander au peuple ou vouloir faire croire que le peuple n'a rien à y voir avec ce qui se passe à Yaoundé, parce qu'il serait important de se tourner et de construire le pays, parce que nous avons une économie. Le peuple, c'est les gens qui sont à Yaoundé là? Ouais. Je vous ai pas. Non, mais vous m'avez coupé tout à l'heure. Non, pas moi. Quelqu'un d'autre, pas moi. Moi, j'espère qu'on va garder cette discipline. Vous voyez, il y a. Et c'est justement ce que je refuse chez certains grands frères qui disent avoir toujours mené des luttes. C'est le fait de commencer à un certain moment à vouloir faire du dilatoire. Vous dites que personne n'a son intérêt à aller rester à Yaoundé regarder le procès. Peut-être je peux vous le concéder. Vous demandez au même peuple de se tourner vers l'économie. Mais l'économie est régie par des décisions politiques. Ça veut dire que ce même peuple que vous envoyez vers l'économie doit participer à la chose politique pour choisir des dirigeants qui doivent décider pour eux et créer des cadres pour l'émergence d'une économie. Donc ce que vous essayez de faire, c'est un discours qui pouvait passer jusqu'à peut-être en 2018, mais cette fois-ci, les gens ont pris conscience et ils ont compris que les décisions qu'on doit prendre dans ce pays, désormais, ils doivent participer. Donc il faut un peu arrêter. Nous, au MRC, pour revenir à votre question, nous sommes restés confiants parce que de 2018 où les élections s'est déroulées, du 26 janvier, une partie de nos militants ont été arrêtés, jusqu'au 28 où le président lui-même a été arrêté, ainsi que ses alliés. Vous regardez sur le terrain, nous n'avons pas fléchi, nous n'avons pas perdu notre courage. Et le fait que nous soyons toujours en train de poursuivre le combat politique n'enlève à rien à ce que les militants du MRC travaillent. Parce que justement, toujours pour répondre au dilatoire de M. Lundu, parmi ces militants, il y a des enseignants, des universitaires, des docteurs qui seraient en train de servir le peuple quelque part, mais qui sont aujourd'hui envoyés en tôle juste pour avoir marché, et certains même pour avoir participé à une réunion dans des domiciles. Ce qui fait que ce peuple est aussi au tribunal pour réclamer ses docteurs, ses enseignants, ses ingénieurs. Ce que nous avons constaté, et ceci depuis les élections de 2018, c'est que les gens avaient pour habitude de participer à une élection, de flouer les résultats et que les acteurs de cette élection-là se retirent, croisaient les bras et attendent les futures échéances. Mais nous avons dit au MRC que si ce pays doit être bâti, si les choses doivent marcher demain, tel que le souhaitent certains sur ce plateau, il va falloir à un moment donné et que les gens restent déterminés dans ce qu'ils font. Si nous revendiquons les meilleures conditions de justice, il ne faudrait pas que lorsque les gens subissent une parodie de justice, on commence à faire du dilatoire parce que ça arrivait au professeur Maurice Kamto ainsi que ses alliés. Ça arrive à beaucoup d'autres Camerounais. Et pour répondre, M. Fongan parlait tout à l'heure des surenchères et il prenait l'exemple de ce qu'il a vu sur Facebook un jour alors qu'il était à des personnes qui disaient être incarcérées. M. Fongan,
Vous savez, lorsqu'on vit dans un environnement où on est habitué à la tromperie, il faut souvent accepter que les personnes qui vivent dans cet environnement commencent à voir tout comme tromperie. Je vous ai parlé tout à l'heure des personnes qu'on a arrêtées devant moi. Peut-être à l'heure où je vous parle, ils sont libérés. Vous irez dire demain, justement, parce qu'il va toujours falloir que vous apportez des contradictions, que j'étais venu parler sur ce plateau alors que ces personnes étaient libérées. Alors, nous ne sommes pas ici sur Facebook, nous sommes sur un plateau de télévision. Je vous dis ce que j'ai vu et vous nous prenez des exemples de ce que vous aviez écouté, j'ai dit sur Facebook. Moi, je pense que ce qui se passe à Yaoundé, ce procès, c'est le procès de tout le Cameroun. C'est le procès de tous les Camerounais. Qu'on le veuille ou non, les personnes qui sont aujourd'hui jugées au tribunal militaire ne sont pas les premières personnes à être jugées là-bas, étant des civils. Les personnes qui sont aujourd'hui incarcérées dans des conditions ou en violation de toutes les procédures ne sont pas pourtant les premières personnes à subir de telles choses. Mais il va falloir un temps que ça s'arrête. Ce n'est pas parce que nous sommes en liberté que les choses qui concernent une chapelle politique à laquelle nous n'appartenons pas ne doivent pas concerner le peuple. On parle ici de quelqu'un à qui on a attribué 14% lors d'une élection. 14% des Camerounais, vous connaissez combien ça représente, sur environ 25 millions. Il s'agit alors d'une personnalité qui pèse aujourd'hui dans ce pays. Parce que s'il faut s'en tenir au résultat du Conseil constitutionnel... Vous acceptez les 14%? Je dis s'il faut s'en tenir au résultat du Conseil constitutionnel, je suis très clair. S'il faut s'en tenir... Ouais, c'est logique, il n'a pas 14. Je dis s'il faut s'en tenir, mais... Donnez le vrai chiffre, vous pas 14. Vous voulez que je parle en Aoussa ou en Bamenjou? Vous êtes en train de parler en Bamenjou, justement. S'il faut s'en tenir, s'il faut rester sur la base de 14%, 14% dans ce pays représente environ 5 millions de personnes. Au-delà du fait que ces résultats soient aujourd'hui contestés par le MRC. Alors je suis davantage choqué quand vous dites que ce peuple n'a rien à y voir dans ce procès. Justement parce qu'en 92, vous avez dit que les gens n'avaient rien à y voir avec le procès. Vous leur avez demandé d'aller travailler sur le terrain parce qu'il faut construire l'économie. En 97, vous avez opéré le même discours. En 2004, vous avez opéré le même discours. En 2011, vous avez opéré le même discours. Nous sommes aujourd'hui en 2019. Qu'en est-il de cette économie que vous prenez depuis? Qu'en est-il de ce patriotisme dont vous vantez depuis? Quel est le résultat sur le terrain? Vous pensez que c'est en abandonnant des combats qui peuvent porter sur l'avenir pour se concentrer sur des choses dont on n'a pas le contrôle parce que ceux qui pilotent sont en déphasage avec la réalité et n'ont pas besoin de nous voir émerger, que les choses vont changer? Non. Il faut dire à ce peuple-là qu'il a besoin également de demander les comptes, qu'il a besoin de suivre la justice parce que demain ça pourra être leur tour. Voilà, Guy Hervé Fongan, pourquoi beaucoup dans le MRC on pense que c'est une parodie? On a suivi Guy Fautine tout à l'heure, c'est une parodie de justice. Pourquoi on pense que les dés sont pipés alors? Non, je veux dire que ce discours n'est pas que au sein du MRC. Même j'ai suivi plein d'avocats avec le sentiment que le procès était déjà... que le verdict était déjà... Beaucoup d'acteurs de la société civile, même les citoyens ordinaires estiment que c'est une parodie de justice. Donc ce n'est pas un discours propre au MRC, simplement parce que... j'allais dire les rapports incestueux qu'entretient le judiciaire et l'exécutif sont connus, ce n'est un secret pour personne. Et la solution à ce procès n'est pas une solution judiciaire, c'est une solution évidemment politique oui. Parce que c'est un procès politique, donc il faut qu'à un moment donné, quoi qu'on dise, l'exécutif sera obligé de prendre ses responsabilités et de trancher, et la solution sera forcément et fatalement politique. Et contrairement à ce qui a été dit sur ce plateau, moi je voudrais simplement observer trois choses. La première, pour indiquer que il ne vous a pas échappé que le contentieux post-électoral avait été fortement diffusé à la télé, et vous avez sans doute remarqué comme moi, M. Ilundu, l'engouement que les Camerounais avaient pour cet événement-là. Et vous avez ça a été un pied de nez qui a été fait à ceux qui estiment et qui ont souvent longtemps pensé que la politique n'intéressait pas les Camerounais. Vous avez vu comme moi, comme dans les ménages, même dans les bars, même dans les boîtes de nuit, même dans les snacks, quand le contentieux était diffusé, tout le monde s'arrêtait pour regarder de bout en bout. Même les dames très accros aux telenovelas
avait cessé pour regarder ce qui s'y passait. C'est un indicateur clair de ce que, contrairement à ce qui est souvent relayé, eh bien, la politique peut intéresser et intéresse aujourd'hui plus que jamais les Camerounais. Et vous semblez dire que ce procès, je vais dire que ça mobilise beaucoup d'argent et d'énergie. Donc nous vous apportons une solution qui est toute simple, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays de guerre, eh bien, on ne peut pas cracher sur une possibilité de gagner un peu d'argent. Je vous ai dit que c'est une excellente occasion pour les pouvoirs publics, au nom du caractère public des audiences, de vendre les droits de retransmission. Vous voyez bien qu'on gagne un peu d'argent. On est soucieux de ce qu'on est en guerre et qu'il ne faut pas qu'on dépense un peu trop. Donc on aurait pu également faire ça. Ça aurait permis, comme le contentieux post-électoral, de permettre aux gens de vivre l'événement étant chez eux ou étant quel que soit l'endroit où ils sont. Parce que moi je suis quand même un peu surpris. Voyez-vous, si on a obtenu 71% à l'élection présidentielle, ça veut dire qu'en théorie, on a 71% des Camerounais qui soutiennent notre cause. Alors d'où vient-il qu'on soit autant frileux, qu'on ait autant peur des gens qui ont obtenu 14%, alors qu'en théorie, on est détenteur d'une majorité écrasante qui simplement leur permettrait, j'allais dire, on pourrait diluer leur discours avec nos 11%. Donc il n'y a pas de raison d'être autant frileux et d'avoir peur que les gens aient accès à ce procès-là, quel que soit l'endroit où ils sont. Et puis il faut faire très attention. Contrairement à ce que vous pensez, la théâtralisation qu'on observe aujourd'hui du politique, eh bien, participe de la vitalité de notre paysage politique camerounais, parce que je suis convaincu de ce que rien ne sera plus comme avant, parce que si qu'on a le MRC ou pas, il a dit tantôt qu'on a un devoir de vérité et de rectitude. Si le SDF en 92 avait maintenu la pression que le MRC maintient sur le pouvoir aujourd'hui, eh bien, on aurait un Cameroun totalement différent de celui qu'on vit aujourd'hui. Eh bien, moi, je suis plutôt, j'allais dire, séduit par cette capacité du MRC à contrôler l'agenda setting, que ce soit dans les médias traditionnels et dans les médias sociaux. Eh bien, il ne se passe un jour sans que ce parti n'occupe l'actualité. Je veux dire que quand vous faites l'analyse de contenu, du point de vue de la sémiologie politique, eh bien, ce n'est pas évident. Il faut avoir assez de ressources et de matière pour le faire. Et c'est là que j'ai envie de sortir pour dire que, contrairement à ce que Fautine semble dire, les gens du MRC, moi les images que j'ai vues, je n'ai pas eu le sentiment que j'ai affaire à des gens qui étaient de manière psychologique très abattus. J'ai vu les photos, les images des gens très vivants, qui avaient un bon point, très contents, etc. Et moi, qui me conforte dans l'idée qui prospère depuis quelque temps, que les militants du MRC considèrent Maurice Kamto comme étant au Lakam. C'est-à-dire que vous voyez le Lakam, pour ceux qui nous regardent d'ailleurs, c'est une sorte d'endroit l'antichambre où on prépare le chef, quand il va sur le futur chef. Qui va là-bas, il passe un certain temps. Après, quand il sort, c'est pour régner et gouverner. Donc, quand je vois, j'allais dire, moi je suis surpris par le stoïcisme avec lequel ces militants affrontent cette situation. Moi j'ai vu des gens très stoïques, contrairement à ce que Fautine semble dire, qui abordent ce procès avec beaucoup de fierté et de dignité, et qui pourraient donner raison à cette thèse qui prospère et qui laisse croire, qui veut faire croire à l'opinion que ces militants-là, notamment Fautine et ses collègues, ont la perception que leur président est au Lakam et qu'il est prédestiné à un grand destin, un grand avenir. Et donc, contrairement à ce qui est dit, il faut que ce procès qui, à mon avis, est assez inédit, c'est la première fois. Donc, vous n'êtes pas interdit. Dans l'histoire de ce pays, on a rarement vu un leader de parti politique incarcéré aussi longtemps. Et donc, c'est normal que ça suscite autant d'intérêt et autant l'engouement des Camerounais qui n'ont jamais vu ça, par exemple. C'est comme la CAN qui arrive.
la CAN, enfin 2021. Donc, ça arrive où? Au Cameroun, évidemment. Okay, donc c'est normal que ça nous intéresse parce qu'on n'a jamais vu ça. Donc ça va nous intéresser, évidemment. Ok, Emmanuel Fomo, toujours sur la perception que beaucoup de gens ont de ce procès. Je vais vous lire un passage de Edith Kabangwala. Elle dit « Nous savons que le droit ne sera pas dit dans le procès de Maurice Kamto. Si la loi est appliquée, on sera obligé de les libérer. Tous ces militants du MLC qui sont en prison illégalement. » Elle est convaincue que le droit ne sera pas dit lors de ce procès. Oui, mais ça, c'est pas surprenant. Pourquoi? Parce que ce n'est un secret pour personne qu'au Cameroun, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Monsieur Lundu l'a lui-même confirmé en disant que la justice, l'armée, la police étaient au service du régime. De l'État. Ouais, vous avez dit que il y a un parti au pouvoir qui a l'armée, la justice et tout, à son service, et que quand vous êtes dans l'opposition, il faut être armé. Il faut trouver les mêmes moyens. Voilà, les mêmes moyens pour aller. Moi, je pense dans un pays normal, l'armée et la justice sont au service du peuple, de la nation, et non d'un parti ou d'un homme. Donc, il y a un problème de confiance. Le peuple camerounais n'a plus confiance en la justice de son pays. Et ça, l'État devrait revoir ça. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Les juges sont nommés par l'exécutif. Il y a les juges. Est-ce qu'il a la liberté de rendre la décision sur la base de l'instruction qui a été faite avant le procès? Il y a de sérieux doutes à y croire. Ici, dans le procès Maurice Kamto, on va dire qu'il bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Mais il y a ce problème d'incarcération. C'est quand même un homme public camerounais. C'est au vu du Conseil constitutionnel, selon les résultats du Conseil constitutionnel, comme M. Fossin l'a dit tout à l'heure, 14%, ça n'est pas négligeable. C'est 14% d'électeurs camerounais. Moi, je trouve que dans une démocratie, même naissante, on ne peut pas traiter les hommes politiques de la sorte. Nous sommes une nation. Nous sommes des frères et sœurs. On ne peut pas... Ça heurte les Camerounais au sein même de la diaspora quand on voit des Camerounais comme d'autres qui ne sont pas jugés coupables, monter dans des camions comme des vulgaires bandits et tout ça. Ça interpelle l'opinion nationale et internationale. Et ça, on ne peut pas s'en foutre. Et donc, la réaction du citoyen camerounais face à ça, c'est de dire, est-ce que ce procès, je crois que c'est même une des raisons pour lesquelles les gens accourent à la salle d'audience, c'est d'être témoin des faits. Ils veulent voir comment ça va se dérouler. Est-ce que pour eux, quand ils vont, c'est pas parce qu'ils croient qu'il y aura un procès où la justice sera dite. Moi, je pense que l'essentiel des populations qui remplissent les salles d'audience, c'est d'être témoin de cette partie de cette parodie. À titre personnel, je pense que l'État, la justice elle-même peut se ressaisir et donner une occasion aux Camerounais de rendre le droit. Voilà, José-Marie Lundu, pour conforter votre idée, Maître Aliscom, quand elle dit ceci, le 6 septembre, nous allons assister à un match. D'un côté, on aura Kamto et son groupe, et de l'autre, on aura Biya, la Cour suprême, le tribunal militaire et les juges. La différence entre certains panélistes et moi, c'est que moi, je ne suis pas dans le fanatisme. C'est-à-dire, je ne suis pas... Il y a des fanatiques sur ce plateau? J'ai vu des discours enflammés où on appelle le peuple à... C'est pas... Je dis, le peuple camerounais n'était pas à Yaoundé aujourd'hui. Le peuple camerounais est partout. Il a à Garoua, Maroua... Y compris Yaoundé. Il est partout, à Douala. Y compris Yaoundé. Donc il y a des groupes de gens qui ont réussi à mobiliser des fanatiques, des partisans, des militants, qui mobilisent autour des activités de marketing politique comme ce que nous vivons aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça n'a rien à voir avec le procès de M. Kamto, ce que je dis. Il faut bien faire la nuance entre les alentours, la périphérie de ce problème et le problème Kamto. Maintenant, je dis autre chose. Moi, j'ai la différence également, c'est que moi, j'ai vécu les deux époques. Et je sais faire la différence entre ce qui a été, ce qui pourrait être. Donc, c'est pour cela que nous avons, vous et moi, des regards différents.
J'ai apprécié, c'est juste les cours, enfin les remarques pertinentes que M. Fonga me fait, mais M. Fonga, je suis désolé, on a massacré des gens dans ce pays, massacré. Moi j'étais élève lorsque nous avons été capturés à Douala, n'est-ce pas? Un matin à 4h30. Personne, il n'y avait personne pour le savoir. Aujourd'hui, il y a des évolutions. Mais ça, c'était une autre époque. Bien sûr que c'était une autre époque. Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, c'est une époque, demain, ce sera une autre. Quelle époque voulons-nous construire pour demain? C'est la question qui est, pour moi, la question de fond. Lorsque j'observe ce qui se passe aujourd'hui, qui n'est pas le seul fait du Cameroun, il y a un modèle institutionnel et politique qui ne convient pas à nos cultures, ni à notre écologie, ni à notre écosystème, qui fait des ravages au Cameroun, au Togo, au Gabon, un modèle économique, un modèle politique qui a développé une jeunesse d'une violence extraordinaire. J'ai vu de toujours, lorsqu'il y a un jeune rappeur, je ne sais pas quoi, qui est décédé, j'ai vu des gens, avec, s'il vous plaît monsieur, je ne vous ai pas coupé quand vous parlez, qui cassaient, n'est-ce pas, qui marchent avec des goudins, qui cassent les feux de signalisation. Vous regardez cette jeunesse avec des pouvoirs en place. Il était coupé, décalé. Là, vous faites du dilatoire. Ce qui est important, qui doit changer ça? Votre concept de dilatoire. Qui doit changer ça? Ne correspond pas à ce que qui doit changer ce que vous décriez là? Moi, je ne suis pas là pour vous répondre. Je suis là pour parler. Ah, vous faites des observations. Pas à vous. Je ne m'adresse pas à vous. Donc, je dis, il y a une jeunesse là qui est extrêmement violente, qui casse tout son patrimoine. Elle compte sur quoi? Vous êtes endetté. Mais lorsque vous voulez revendiquer, toutes les jeunesses africaines, surtout l'Afrique noire aujourd'hui, c'est la même trame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a une stratégie quelque part qui est développée. Qui est développée depuis peut-être un siècle. La question du tribalisme, la question des oppositions à l'intérieur de nos pays, entre les tribus et les clans, est une question transversale que vous retrouvez dans tous les pays africains. Joseph Marie Lou, je vais finir. Vous ne répondez pas à ma question. J'ai posé une question simple. Deuxième chose. Maître Liscombe dit qu'il y a deux camps, Maurice Kamto et les alliés. De l'autre côté, on a le président Biya, la Cour suprême, les juges et tout ça. Non, moi je pense que ce n'est pas tout à fait cela. Donc on peut dire que les deux sont pipés. La justice aux ordres du pouvoir exécutif. Moi je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder ce problème. Comprenez? Nous avons des hommes politiques, nous sommes dans un champ politique, où se jouent des stratégies de positionnement, de discussion et de prise de pouvoir. Ce que vous voyez là, je vous ai dit, est tactiquement contrôlé par les deux parties. Ce qui se passe là arrange même quelque part le pouvoir. Je vous le dis, mais il parle de dilatoire. Essayez d'analyser cette situation avec froideur. Il y a d'un côté Kamto, c'est évident. Il y a de l'autre côté M. Biya qui défend son pouvoir que Kamto va arracher, bien sûr. Et M. Biya développe autour de cette affaire-là un certain nombre de stratégies qui lui permettent, ce qui va certainement se passer, c'est qu'on va arriver à un deal politique où Kamto va être condamné et probablement gracié. Donc, vous êtes convaincu, vous êtes c'est là que nous allons. Nous allons, ce qui va se passer. Et on vous explique pourquoi. Lorsque vous marchez, vous discutez avec les Camerounais. Est-ce que vous savez que les Camerounais ne savent pas ce que prévoit la Constitution en matière de pouvoir au Cameroun? Même quand ils le savent, ils n'y croient pas. Okay. Voici un pays où personne ne croit aux lois. Nous sommes assis sur un plateau et les gens vous disent que les deux sont pipés. Mais attendez que la justice soit dite. Vous ils seront condamnés. Et condamnés là, c'est parce qu'ils ont enfreint les lois. Ok, merci. Bonsoir Nadine Yambou. Dans un instant, le 20h, qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir, Nadine? Bonsoir Serge Alain Autou et bonsoir également à vos invités. Au menu du 20h ce soir, nous parlerons de l'ouverture du procès de Maurice Kamto et ses partisans devant le tribunal militaire
de Yaoundé ce vendredi. Vous verrez dans le reportage qui va suivre dès 20h cette forte mobilisation des forces de l'ordre, notamment plus de 200 policiers et gendarmes mobilisés pour la circonstance. Et malgré tout, les partisans, les sympathisants ainsi que soutiens de Maurice Kamto se sont massivement mobilisés ce matin, scandant des chants à la gloire de leur leader. Nous écouterons également la réaction du collectif des avocats de Maurice Kamto face à la presse ce jour à Yaoundé. Ils ont donc dénoncé les irrégularités dans cette procédure. Et puis à l'étranger, nous parlerons de la mort de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe, donc décédé à l'âge de 95 ans des suites de maladies, des réactions qui ne cessent de se multiplier à travers le continent africain. Des chefs d'État et organisations nationales, notamment, saluent un héros de la lutte pour l'indépendance ainsi qu'un panafricaniste. Et puis en sport, nous parlerons de cette victoire des Lions U23 ce vendredi à Yaoundé lors du match aller qualificatif des éliminatoires de la CAN de leur catégorie prévu en Égypte. Les poulains de Rigobertson qui ont battu la Tunisie sur le score d'1-0. De la matière donc pour le journal de Nadine Yambou. Dans un instant, madame, monsieur, place tout de suite au journal, comme je vous l'ai dit. Mais ils seront toujours là, nos 4 invités pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Madame, monsieur, tout de suite, le 20h de Nadine Yambou. Le groupe universitaire. Bonsoir. Bonsoir à vous, Nadine Yambou, et bon week-end. Bonne soirée à vous, Serge Alain Auto, ainsi qu'à vos invités. Rendez-vous vendredi 20h, c'est ça? Exactement, Serge Alain. Voilà. Madame, monsieur, retour sur le plateau Equinox Soir dans un instant. On va continuer avec Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Toujours en compagnie de nos 4 invités. Bonsoir, c'est le temps du débrief. Madame, monsieur, si vous nous rejoignez donc à l'instant, toujours en compagnie de Emmanuel Fomo, Guy Hervé Fongan, Joseph-Marie Elundou et Fotine Zodjou. Je commence avec vous, Fotine. Vous dites que Camarade Bob, vous gardez un très bon souvenir de lui, mais vous l'admirez beaucoup, mais vous mettez un mais. Pourquoi le mais? Après tant, vous l'avez admiré pendant un temps, mais après, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête avec Robert Mugabe? Le combattant Robert Mugabe est un homme qui a marqué l'histoire de l'indépendance en Afrique. Et même après la prise de pouvoir dans son pays, il a posé des actes à saluer. On a par exemple vu la récupération des terres aux colons blancs et sa redistribution au peuple zimbabwéen. On a vu son combat acharné dans le maquis pour libérer son pays, et on a vu également sa forte résistance contre les nébuleuses qui ont l'habitude de dicter dans les précarés en Afrique comment est-ce que l'administration et même le pays doit fonctionner. Sauf que le seul que j'ai avec son histoire, et comme l'histoire de beaucoup d'autres grands hommes en Afrique, c'est le refus de s'adapter au temps. Le refus de s'adapter au temps, parce que on a une tradition de royauté, et j'ai toujours comme l'impression qu'il est très difficile pour un chef d'État africain de comprendre que la République ne se gère pas comme un royaume, comme une chefferie, et qu'à un moment donné, pour l'amour de son pays, lorsque le peuple, qu'il soit conscient ou non, qu'il soit manipulé ou pas, se révolte contre vous, la profonde sagesse africaine voudrait qu'on sauve l'honneur de son pays, qu'on sauve son pays, qu'on sauve son honneur en se retirant. Et malheureusement, à la dernière minute, le combattant Robert Mugabe, camarade Bob, avec tout le respect que nous avons pour lui, a malheureusement déçu tout le monde, mais cela n'enlève en rien ce que le regard que nous portons sur lui, parce que
on peut le traiter de dictateur, comme d'ailleurs beaucoup d'autres chefs d'État, sauf que sa dictature n'était pas une dictature de pillage uniquement, parce qu'il s'est d'abord donné corps et armes pour libérer son pays. Après la libération de son pays, il a procédé à la récupération des terres agricoles aux colons. Et il a redistribué ces mêmes terres. Et c'est ce que nous voyons très rarement dans les pays d'Afrique francophone. Et seulement pour ces actes, il faut saluer. Donc, au-delà de tout ce qui s'est passé à des minutes et qui nous ont poussé à un moment donné à commencer à le regarder avec un regard, je dirais, pas celui que nous avions avant, Robert Mugabe reste un homme que beaucoup d'autres Africains devraient suivre, pas peut-être pour passer 40 ans au pouvoir, mais plutôt pour poser des actes patriotiques afin de construire l'avenir de la nation. Emmanuel Fomon, c'est votre avis aussi, c'est-à-dire que deux visages, le grand combattant et celui-là qui s'est accroché au pouvoir, et on a vu la fin de Camarade Pop. Sur les deux visages, les deux perceptions que Footing garde de Camarade Pop. Oui, moi, c'est à peu près la même observation que je ferais, parce que Robert Mugabe était un exemple pour les jeunes Africains. C'est un grand combattant pour la libération de la Rhodésie, et qui est devenu le Zimbabwe. C'était un exemple, un panafricaniste convaincu, qui a, ma foi, lutté, combattu pour l'indépendance de son pays, et vers la fin, l'ivresse du pouvoir, il s'est accroché, et je crois à mon avis qu'il est sorti par la petite porte. Voilà. José-Marie Loulou, Robert Mugabe, c'est quand même, hein, il y a eu un moment, c'est celui qui a tenu tête aux Occidentaux. Oui, ils étaient nombreux. Ils étaient Abel Muzorewa, Abel Muzorewa, Ndabaningue Sitole, Josué Nkomo. C'est une époque que je connais. Oui. Parce que quand je parle là, j'étais déjà un homme. Ouais, vous dites toujours que vous avez vécu les deux époques. Dans même au Zimbabwe, vous connaissez les deux époques. Je vous parle l'époque de Ian Smith, Premier ministre Ian Smith. Et à l'époque, on n'avait pas la chance d'avoir la télévision et tous ces médias. Donc nous, Abel Muzorewa, on se battait pour avoir l'information. Joshua Nkomo. Et j'ai dit, ce que je ne voudrais pas, c'est que l'on juge les grands hommes. Mugabe est un grand homme, point. Parce que les évolutions de nos sociétés face à l'impérialisme sont programmatiques. C'est-à-dire que lorsque les Occidentaux ou les impérialistes s'en vont, ils laissent un programme informatique, entre guillemets, qui va se dérouler. Le cas de Mugabe, par exemple, lorsque Mugabe en fait décide de redistribuer les terres, il y a un problème de production de maïs qui va se poser. Vous voyez? C'est-à-dire que vous avez donc là, en même temps, un nationalisme très apprécié, mais en même temps, une efficacité de fond qui devait conduire le programme. Mais il était entendu que il allait être financé par le Royaume-Uni, qui n'ont pas suivi le programme tel qu'il l'avait ensemble élaboré. Parce qu'il était le plus modéré. Il faut le dire. Oui. Bon, non, il faut savoir ici que chaque génération a des problématiques précises. Et quand Mugabe doit partir, il est diabolisé. Oui. Il y a la montée en puissance de Morgan Tsvangirai. Il est pratiquement humilié. Et vous avez donc en face de vous un nationaliste, un homme qui s'est battu, mais qui, à un moment donné, à cause du décalage générationnel, qui perd les pédales. Et qu'est-ce qui arrive à un monsieur comme celui-là? Le problème qu'il a, c'est lequel? Que je crois beaucoup de chefs d'État d'un certain âge ont. C'est qu'ils connaissent le danger. Ils savent le problème qui va se poser. Est-ce que et ils insistent. Malheureusement, il y a donc ce que mon jeune frère appelle faut-il dire qu'on soit manipulé ou non? Non, on ne peut pas dire ça. Si vous avez des gens que vous savez être manipulés, vous ne pouvez pas accepter que ces gens-là vous remplacent. Donc, je pense que ici, il a combattu Morgan Tsvangirai pendant longtemps. Parce qu'effectivement, je pense d'ailleurs que celui qui l'a remplacé, c'est un peu lui. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en réalité, je pense que l'affaire de Morgan Tsvangirai, justement, il n'en voulait pas. Parce qu'il savait que Morgan, voilà, et qu'il était
imbibé et soutenu par ces... Oui. Donc maintenant, parti plus tôt, parti plus tard, quelles sont les conditions de départ? Comment cela s'organise-t-il? Moi, je pense qu'il est parti comme il devait partir. C'est-à-dire, il a été remplacé par lui-même, par ses équipes. Et les gens qui sont arrivés après lui sont des porteurs, n'est-ce pas, de l'idéologie ou de la manière de regarder le Zimbabwe de Robert Mugabe. Et je pense qu'on peut, en faisant une certaine transgression, vous remarquerez qu'un certain nombre de chefs d'État qui ont résisté, vous avez parlé tout à l'heure de Mohamed Kadhafi, ils connaissent là où on va conduire finalement leur peuple. Ils prévoient même, ils savent ce qui va arriver, mais ils s'accrochent. Lisez l'histoire de Shaka Zulu. Ça ne commence pas aujourd'hui. C'est des histoires qui sont vieilles comme l'époque et qui sont des histoires de leaders visionnaires qui savent ce qui va arriver, mais qui parfois sont dépassés par le décalage générationnel. Comme aujourd'hui, où il y a certains chefs d'État qui sont dépassés par le décalage générationnel. Ok, Guy Fonga, les dernières années de Mugabe à la tête du Zimbabwe, il y a son épouse qui a joué un certain rôle, pour ne pas dire un rôle certain. Bah oui, vous essayez de me faire dire que Mugabe est mort à 95 ans. C'est une grâce. Oui. Et c'est grâce Mugabe qui va subir le martyre. Donc mourir à 95 ans, c'est un coup de grâce. Sauf que c'est grâce Mugabe qui subira le martyre, qui va davantage souffrir, parce qu'elle a tenté de revenir aux affaires après la maladie de son mari. Ce qui n'est pas en soi très très mauvais si on lui reconnaît un nombre d'attitudes et de compétences et de valeurs. Ça a été le cas avec la femme de Jacob Zuma qui a voulu revenir aux affaires. Donc c'est pas, je vais dire que en soi c'est pas, on le fera pas un procès pour ça. Et Mugabe pour moi est la preuve que l'Afrique a davantage besoin d'hommes forts que d'institutions fortes, parce que la maestria et le courage qu'il a eu de retirer les terres aux Hollandais pour les remettre aux Zimbabwéens, et pour moi est un acte héroïque qui pour moi toute sa symbolique est un acte fort, et c'est la preuve à mon sens qu'on a aussi besoin d'hommes forts que d'institutions fortes. Sinon, si Mugabe était comme certains chefs d'État de l'Afrique centrale, assez timoré et craintif, jusqu'à aujourd'hui, les Zimbabwéens seraient un peuple martyrisé et qui vivent dans un misérabilisme déconcertant, comme c'est un peuple de l'Afrique centrale. Je suis de ceux qui pensent que Mugabe, son idéologie devait être enseignée dans les écoles, etc. Parce que je ne retiens pas sa fin de règne. C'est simplement la preuve qu'il est un homme, et que comme la plupart des Africains, en général, vers la fin, on a toujours, il y a une tendance à s'accrocher, surtout les chefs d'État d'un certain âge, donc on ne peut pas lui faire un procès pour ça. Et l'image qu'on veut lui coller, c'est le dictateur, moi me met dans une posture très inconfortable. Je préfère une dictature où tout le monde peut manger à sa faim, qu'une démocratie où les gens vivent avec moins de 650 par jour. On a vu la Libye sous Kadhafi. Aujourd'hui, Kadhafi n'est plus là, et on voit dans quelle misère les Libyens sont trouvés aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, je suis ceux qui pensent fortement qu'au Cameroun, on a besoin de faire d'une véritable dictature éclairée pour redresser ce pays et fabriquer un Camerounais nouveau qui vit dans un laisser-aller. Et donc, il est mieux, à mon sens, d'avoir de l'eau pour tout le monde que d'avoir du champagne pour quelques personnes. Donc Mugabe pour moi a réussi à régler ce problème en donnant de l'eau à tout le monde. Et voyez-vous, et Mugabe nous parle. Il nous parle, nous Camerounais, parce que je suis de ceux qui ont été très mal. Je n'ai presque pas dormi, parce qu'il y a une image qui m'a traumatisé jusqu'à aujourd'hui, de voir mon président, l'image qu'on a vu le 20 mai à la télé. C'était assez douloureux pour moi qui aime mon pays, qui aime le Cameroun, qui aime nos institutions. À mon dos vision comme ça, de voir notre président, c'était pas beau à voir, c'était pas beau. On n'aimerait pas voir ce genre de choses. On aimerait garder le meilleur. Et je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Okay. L'image de notre président qu'on a vu le 20 mai
n'est pas le type d'image qu'on souhaiterait avoir, n'est pas le type d'image qu'on souhaite avoir pour un chef d'État qui a régné longtemps. Et il faut avoir le courage et parfois la capacité d'être capable de quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent et de tout faire pour que de vous on retienne le meilleur et le positif. En ce qui nous concerne, c'est de savoir que il nous a été légué la démocratie et la prospérité. Okay. Et c'est ça qu'on a envie de retenir par autre chose, comme ces images traumatisantes du 20 mai. Ok, merci. Faustin Zodjou, le procès s'est ouvert aujourd'hui, 6 septembre. Renvoi le 8 octobre. On est parti là pour de longs mois de procès. Est-ce que vous imaginez une suite comme une fin, comme le procès Sissekou Ayoub Tabé? Vous imaginez ce genre de verdict? Oui, parce que si les charges qui sont retenues aujourd'hui contre nos prisonniers politiques arrivaient à être prouvées, même si le collectif des avocats aujourd'hui mobilisés pour défendre le professeur Maurice Kamto et ses alliés doit déconstruire point par point ces charges qui ne sont rien qu'un acharnement politique. Si on parlait d'insurrection, d'hostilité à la patrie, de rébellion en groupe, ainsi de suite, la seule sentence qu'on puisse donner, c'est la peine à perpétuité, à moins qu'on ne soit soi-même malhonnête. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'ils arriveront à démontrer devant ce tribunal qu'un homme arrêté dans un domicile à Douala peut être inculpé d'insurrection alors qu'il ne porte pas les armes, d'hostilité à la patrie, alors qu'il n'a comploté avec aucun pays à l'étranger, et surtout des rébellions lorsqu'on sait que derrière lui, il ne traîne pas une équipe de personnes armées. Donc, si contrairement peut-être à M. Ayoub Tabé qui s'était déjà déclaré sécessionniste, et il le disait à qui veut entendre, ce que le président Maurice Kamto ainsi que ses alliés subissent aujourd'hui à Yaoundé est un procès typiquement politique. Et comme je l'ai rappelé aujourd'hui durant l'audience à plusieurs médias, au-delà même du procès en lui-même, il y a un véritable problème de contrôle de pouvoir par l'élite actuelle à Yaoundé, et leur objectif est de mettre hors d'état de nuire toute personne qui détient une capacité de légitimité dans ce pouvoir. Et parmi ces personnes, le président Maurice Kamto est figure, peut-être même en première place. Alors il est très difficile pour eux, dans la façon dont ils ont géré le pays, de vivre avec des personnes qui savent désormais qu'on peut demander justice, qu'on peut demander les comptes au gouvernement, qu'on peut demander aux députés de nous dire où ils sont passés depuis 5 ans, qu'on peut demander aux juges de rendre la justice au nom du peuple avec une impartialité absolue. Il est difficile pour eux de vivre avec une opposition qui sait désormais se mobiliser, qui sait désormais rassembler, qui sait désormais créer des unités, qui sait désormais créer des sièges du parti partout dans le pays. C'est justement de ça qu'il est question. Alors, ils n'admettent pas, selon la façon dont ils avaient voulu que les choses soient. C'est pour cette raison également, parce que c'est bien de le rappeler, l'un des mots forts du président Maurice Kamto était non du transfert de pouvoir de gré à gré, parce que justement il pensait que si nous avons besoin de construire un Cameroun meilleur demain, il va falloir que nous respectons les principes démocratiques que nous nous sommes nous-mêmes fixés et qui sont aujourd'hui en train de nous poser des problèmes parce que ces principes sont plusieurs fois violés. On peut parler de la décentralisation de 1996 à 2019 où on a connu que 1 voire 2%, ainsi de suite. Alors, ce qui se passe à Yaoundé, nous au MRC, nous sommes déterminés à comprendre que ce soit une condamnation à perpétuité, que ce soit une libération. Le plus important, c'est que le Cameroun doit se faire démocratiquement avec une démarche républicaine, et que le président Maurice Kamto soit condamné à vie ou pas, qu'il soit même fusillé ou pas. Là n'est pas la question actuellement au MRC. La question au MRC, et c'est celle
qui nous tient à cœur, c'est que nous bâtissons une nation démocratique sur les bases républicaines. Emmanuel Fomon, est-ce qu'il y a un message que le pouvoir veut faire passer à travers ce procès, Kamto et compagnie? Moi, je crois que le pouvoir est loin de la réflexion. Il y a quelque chose qui prévaut, c'est la confiscation du pouvoir. Il y a eu cette élection, moi je pense qu'avec le dialogue, on l'a plusieurs fois débattu sur ce plateau, on aurait pu avancer. On est à, je crois, 8 mois d'incarcération de Maurice Kamto. Ça, c'est un procès historique. Le monde entier a les yeux rivés sur le Cameroun. Et parfois, les Camerounais s'affirment ultranationalistes. Il faut aussi comprendre que dans la géopolitique, nous sommes un petit État. Nous ne soutenons pas nous-mêmes notre économie. Ça dépend de l'extérieur. Oui. Vous aurez pu noter, par exemple, aujourd'hui, le nombre de chefs de mission diplomatique qui étaient au procès de Maurice Kamto. Ça n'est pas anodin. Donc, il y a aussi un regard sur notre justice. Il y a un regard sur la façon dont va être géré ce procès. Et le régime, le pouvoir en place, doit tenir compte de tous ces paramètres. Et je crois que si l'État, si le pouvoir lui-même veut, on peut régler les problèmes camerounais, entre Camerounais. Si les étrangers, ils s'y mixent, c'est parce qu'on donne l'occasion aux étrangers. Je ne sais pas combien de fois le ministre français, Jean-Yves Le Drian, et Emmanuel Macron dit « Nous suivons avec une attention le procès de Maurice Kamto ». Moi, je crois qu'à un moment donné, nous suscitons ça. Et on dit non à l'ingérence, on ne veut pas qu'on s'ingère dans les affaires de notre pays. Moi, je crois que il faut redouter le fait qu'on aille de renvoi en renvoi. Il faut redouter également, parce qu'il vous voulez que ça qu'on en finisse. Il faut que le droit soit dit. Ouais. Il ne faut pas qu'on en finisse, que ce soit, comment dirais-je, un couperet ou que... Vous pensez qu'avec la longue liste des témoins que la défense veut voir devant, on a assisté à des procès en France ou en Belgique qui mettent 3 mois. Voilà. Le problème, quand on a commencé, il faut aller d'audience en audience. Voilà. Il faut qu'on évite de faire, par exemple, que le 8 octobre, qu'on nous dise le procès renvoyé en janvier et tout ça. Donc ça montre d'une certaine manière une impréparation parfois des juges. Donc il faut ce procès, ça se prépare depuis longtemps par ceux qui ont en charge l'instruction du procès de Maurice Kamto. Moi je crois qu'ici, au vu des éléments qu'on a comme ça, c'est un procès politique parce qu'il va être difficile, de pouvoir justifier les charges qui sont retenues contre Maurice Kamto. Voilà. Ok. José-Marie Lundu, procès politique. Vous semblez en première partie, vous avez dit qu'ils seront condamnés. C'est bien cela? Vous avez imaginé déjà le scénario? Vous savez, nous ne faisons que de l'imagination. Hein. Oui. En réalité, il ne faut pas... Nous sommes dans un contexte, hein, nous ne sommes pas dans une génération spontanée. Il y a une élection au Cameroun, le 7 octobre 2018. Au lendemain de cette élection, il y a eu un candidat s'est proclamé président élu, avant même que les résultats ne soient rendus. Bon. Nous entrons dans un contentieux. Au lendemain, ce qu'il faut dire, c'est que pour la plupart des Camerounais, ce n'était pas très facile à comprendre. Donc c'est tout ça qui fait que Maurice Kamto se trouve aujourd'hui en prison. Et maintenant, parce qu'il a lancé un programme de résistance. C'est tout ça. Voilà, résistance, marche blanche, il a entrepris des actions. Il a trouvé en face de lui une force qui s'opposait à ces actions, qui estimait qu'il n'avait pas raison de le faire, qui s'appuie sur des lois, la loi sur le terrorisme, par exemple, qui est claire, pour lesquelles nous avons été contre en son temps, pour dire que ce n'est pas une bonne loi. Mais la loi est là. Donc cette loi-là dit que si vous êtes au nombre de 10 réunis quelque part, sans en avoir l'autorisation, on peut vous traiter de terroriste. Et quand vous êtes terroriste, on peut vous amener jusqu'au poteau. Voilà ce que dit la loi. Elle est bonne, elle n'est pas bonne, mais c'est ça la loi. L'autre chose, c'est que
moi je pense que au-delà de cette... bon, j'ai vu les avocats qui ont pris position. C'est normal. C'est leur client. Ils l'ont d'ailleurs dit. C'est leur client. Mais je ne pense pas qu'il faille continuer à théâtraliser cette affaire. Ou à faire un marketing excessif autour de ça. Il faut qu'on avance vers un jugement, justement. Parce que, justement, je suis d'accord. Moi, je suis de ceux qui pensent que il faut passer au procès. Et qu'on en finisse. Si on dit que M. Kamto est condamné à mort, bon, on voit aussi. Si on dit que c'est à perpétuité, si on dit qu'on le libère, toutes les hypothèses sont sur la table. Mais il faudrait qu'on y arrive. Mais je constate qu'on est très porté sur les artifices autour du procès. Sur c'est pas moi, il y a eu 200 même. Mais aujourd'hui, les 200 soldats et militaires que vous avez vus là, c'est parce qu'il y a du monde. C'est pas contre le procès, c'est parce qu'il faut contrôler tout ce monde. Qui doit faire et nous sommes dans un process où vous avez la peur des terroristes, la peur d'un certain nombre de personnes dont on ne contrôle plus tout à fait l'action aujourd'hui. N'oubliez pas que le Cameroun connaît Boko Haram. Oui. Et que la question du terrorisme peut s'inviter à un endroit comme celui-là. Et que vous avez des gens dans les sécessionnistes et autres qui sont sur la brèche. Merci. Vous avez même des bandits de grand chemin qui peuvent profiter de cette situation. Moi, je suis malheureusement, on arrive au terme. Simplement que nous ne pouvons pas... Ouais. Rapidement, Guervé Fongan, 30 secondes. Bon, rapidement, il faut dire que ce procès ne peut pas se départir d'état génétique de l'environnement politique dont il est issu. C'est une réalité, on est obligé de faire les choses telles qu'elles sont. Et je suis heureux de remarquer que vous avez vu, on est presque au terme de l'émission. Vous avez Fautine à terminer, n'a presque pas dit président élu. Ça veut dire que les fruits commencent à tenir la promesse des fleurs. Souvenez-vous quand Akitador est arrivé ici. Une des choses qu'il a dites après sa rencontre, c'est que le président Kamto voulait rencontrer Paul Biya. Donc tout semblait croire qu'on est parti pour une sorte d'apaisement et sans véritable affrontement. Et malheureusement, je pense aussi que c'est le MRC a le défaut de ces qualités. Parce qu'à l'intérieur du MRC, il y a l'entourage du président justement qui ne lui ont pas beaucoup servi. Parce qu'ils ont tenu un discours contre-productif qui s'est retourné contre le parti. On ne reviendra pas sur ce que Paul King a dit quelques semaines avant que les ambassades ne soient attaquées. Tout le monde sait son secret de Polichinelle. À côté de ça, vous avez aussi une sorte de... Dans le MRC, une sorte de... je ne vais pas dire milice, mais une sorte d'activiste. Non, on ne fait pas le procès. Non, pas le procès. Je veux dire, non, pas le procès. Oui, non, je fais une analyse froide. On peut droit à un autre débat là. Non, je fais une analyse froide pour dire que... Forcément pousser Fauting à réagir. Non, je ne veux pas qu'il réagisse. C'est voilà, vous ne pouvez pas dire des choses. Vous parlez des milices. Ne faites pas le procès. On ne fait pas le procès du MRC. Vous parlez de milices. Avant, vous parlez d'activistes, alors qu'on parle de politique. Voilà, non, c'est lié, tout est lié. La milice, l'activisme et mon secret. On fait des grands signes. On est parti pour le 8 octobre et je ne souhaite pas que le procès soit encore envoyé à nouveau parce qu'il n'est pas exclu qu'on jusqu'au procès législatif et municipal qu'ils soient encore en prison. C'est pas exclu. Parce que ce pays est bizarre. Nous souhaitons simplement que le droit... Oui. Il faut s'attendre à ça. Nous souhaitons vraiment que le droit soit dit et que la solution qui est politique, comme nous savons tous, soit prise par qui de droit et que Moïse Kamto retrouve sa liberté. Mais on peut déplorer qu'il n'y a pas que toute l'opposition ne soit pas fédérée. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci Guilhervé. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci à vous d'avoir répondu présent de cette édition. Et qu'il en soit, on se retrouve donc lundi à 19h, bien évidemment. Bonsoir, Ngale Menduka.